germaniques se mettent en route pour leurs préparatifs. Et donc, en fait, c'est vrai que c'est si important aussi socialement pour eux, parce que c'est un vrai truc, hein, avec des millions de gens qui participent à l'arrivée, comme vous savez, mais c'est quelque chose qui se prépare pendant des mois et des mois. Alors, eux, ils ne préparent pas comme au Festival de Rio de Janeiro de somptueuses danses de samba brésilienne sur leur char. Ils préparent d'autres types de chars, comme vous le savez, en fonction des régions d'ailleurs, avec des traditions différentes. Hein. C'est pas le même carnaval à Cologne et à Düsseldorf ou plus au sud, où c'est un carnaval plus axé, comment dire, avec les forces de la nature, etc. Mais le carnaval très politique de Cologne et Düsseldorf qu'on connaît avec les chars de Merkel éventuellement toutes nues et Trump qui prend aussi qui en prend pour son grade, ça c'est Cologne et Düsseldorf. Mais pour préparer ces chars, évidemment, ça prend des mois et c'est l'occasion évidemment d'une vie sociale intense qui touche beaucoup de classes de la population, et donc c'est un vrai phénomène. Mais n'y voyez surtout aucun lien avec l'armistice de La fête 1918. était antérieure. Alors, nous allons pouvoir démarrer puisque Yves Bertoncini est arrivé. Donc, 3 intervenants sont maintenant présents. Merci d'être là. Voilà. Bonjour Yves. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Alors, Fanny, est-ce que tu donnes le top départ? Absolument. Ok, alors bonsoir à tous. Merci de votre présence. Vous êtes 35 sur le Zoom pour cette soirée, 1 heure passée ensemble à peu près, pour rendre hommage à l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing et réfléchir et échanger sur son héritage européen. Merci à nos 3 intervenants éminents. Alain Lamassoure, ancien ministre, ancien député européen 5 fois au Parlement européen, membre du mouvement européen, bien sûr. Merci aussi à Michèle Wenachter, qui est enseignante-chercheuse spécialisée sur les questions franco-allemandes, auteur d'une thèse qui a donné lieu à un livre dont vous nous parlerez tout à l'heure sur Valéry Giscard d'Estaing et l'Allemagne. Et merci aussi à Yves Bertoncini, que l'on ne présente plus au mouvement européen puisqu'il le préside. Yves est également consultant en affaires européennes et ancien directeur de l'Institut Jacques Delors. Merci encore à tous les 3. Pour se mettre, si je puis dire, dans l'atmosphère de cet hommage à l'ancien président Giscard d'Estaing, je vous propose de commencer par lui laisser la parole à travers quelques lignes extraites de son dernier livre Europa, publié en 2014. Et ce livre, donc, qui se veut à la fois probablement testament, mais peut-être aussi projet, puisque à la fin, il esquisse les lignes de ce que pourrait être l'Europe demain. Je vous lis quelques lignes avant de vous passer la parole et de vous poser quelques questions. Imaginez que vous visitiez l'Europe en 2030. Là où vous percevez aujourd'hui un puzzle encombré de rivalités quotidiennes, vous découvrirez un large espace, apaisé et libre, où vous pourrez tenter votre chance et organiser votre vie dans le décor d'une des civilisations les plus captivantes et les plus variées que l'humanité ait produites. Voilà donc comment Valéry Giscard d'Estaing terminait son livre en 2014. Et je m'adresse à vous, Alain Lamassoure, qu'il avait bien connu depuis vos débuts en politique à l'UDF et jusqu'à ces derniers jours, à l'automne dernier, pour vous demander la question suivante. Est-ce que, à la croisée de vos souvenirs et de votre action politique, vous voudriez bien partager avec nous quelques anecdotes qui nous permettraient d'éclairer la vision européenne de Valéry Giscard d'Estaing suite à son mandat de président de la République, c'est-à-dire après 81. Merci, cher ami. Je signale, j'ai un petit problème technique. La connexion Internet est un peu instable pour moi. Je n'ai pas eu vos propos. Moi, on a eu déjà ce petit problème tout à l'heure. Je voudrais féliciter le mouvement européen France et son cher président Yves Bertoncini
d'avoir organisé cette soirée d'hommage. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de partager la même salle et c'est dommage. Beaucoup de visages amis, quelques-uns s'affichent à l'écran, dont d'autres, j'en suis sûr, sont dans cette salle virtuelle. J'ai eu effectivement le privilège assez étrange de travailler avec Valéry Giscard d'Estaing de 1978 à sa mort. Alors, ça n'était pas un travail à temps plein. Nous avons travaillé dans des conditions et des relations assez différentes année après année. Et en ce qui concerne l'Europe, qui est le grand sujet de ce soir, en fait, j'ai travaillé très étroitement avec lui après l'Élysée. J'ai travaillé avec lui à l'Élysée, au secrétariat général de la présidence de la République, sur des sujets complètement différents, l'environnement, l'aménagement du territoire, le musée d'Orsay, etc. Et par contre, je me suis engagé au Parlement européen et finalement dans les affaires européennes, dans l'aventure européenne, en même temps que lui, lorsqu'il y est revenu à travers le Parlement européen en 1989. Et jusqu'à sa mort, disais-je, parce que le 8 septembre dernier, il organisait une réunion hybride, en partie 8 personnes réunies dans une salle de l'Hôtel Plaza et des dizaines d'autres connectées par Zoom, comme nous le sommes ce soir, pour l'Assemblée générale annuelle d'une récente fondation qu'il avait créée sous le nom de Reimagine Europa, donc un nom à 3 langues, français, anglais, allemand, dont l'objectif était d'essayer de traduire en propositions concrètes ce qui figure dans le livre que vous avez cité, c'est-à-dire comment imaginer l'Europe dans 40 ans. Et ce qui est remarquable chez cet homme, c'est qu'alors qu'il devait avoir 93 ou 94 ans, il était obsédé à l'idée de travailler sur l'Europe pour dans 20 ans, pour la génération de ses arrière-petits-enfants. Et il a fait ça pratiquement toute sa vie. Nous avons ce 8 septembre travaillé de 9 h du matin à minuit, matin, après-midi, le soir à dîner. Il a d'ailleurs été hospitalisé la semaine suivante. Donc on peut dire qu'il aura été aimanté par le projet européen pendant la période de sa vie très longue qui a suivi son septennat à l'Élysée. Merci beaucoup, Alain Lamassoure, pour ce témoignage. Avant de vous poser une deuxième question sur la période de la Convention européenne, je souhaite redire aux internautes qu'ils peuvent poser des questions ou intervenir dans le cadre du chat prévu à cet effet et on répercutera vos questions. Alain Lamassoure, vous avez été membre de la Convention pour l'avenir de l'Europe qui était en 2002-2003, qui a mené au projet de traité constitutionnel, présidé par Valéry Giscard d'Estaing. Quand vous revenez sur le souvenir de cette époque-là et de ces travaux présidés par VGE, qu'est-ce qu'il en reste? Quel regard portez-vous sur cette époque? C'était une époque de très grand optimisme. Nous venions de réussir contre toute attente, contre les prévisions de tous les marchés financiers, les rebelles d'économie en vigueur de l'euro. Et le début du troisième millénaire a été placé sous le signe de la croissance économique. Donc, il y avait un optimisme assez généralisé en Europe. Il s'est passé un phénomène extrêmement rare. C'est qu'après avoir atteint le 2000, les auteurs du traité se sont rendus compte qu'il était mauvais. Ça n'arrive jamais. Avant même qu'on l'applique. Il était mauvais, c'est-à-dire que ça n'était pas le traité qui permettrait à la grande Europe, qui allait s'élargir à nos nouveaux partenaires d'Europe centrale et orientale, de fonctionner dans des conditions à la fois efficaces, démocratiques, transparentes. Donc, il fallait faire autre chose. Et ce qui est encore plus rare, c'est qu'ils ont compris la raison de leur échec. Et la raison de l'échec, c'était qu'ils avaient négocié
comme un traité, c'est-à-dire on met autour de la table des diplomates qui ne sont pas du tout des spécialistes politiques, et qu'un de son pays, et tout ça est sorti un texte qui n'a pas l'esprit communautaire et qui n'est pas conçu pour faire fonctionner une famille de peuples. Et d'où le recours à la méthode de la convention, qui avait déjà été expérimentée pour rédiger un texte magnifique dont je souhaite qu'on assure la diffusion et la promotion au mouvement européen, qui est la Charte européenne. Problème de son. Il a coupé son micro, Alain Lamassoure, donc là, on risque plus de l'entendre, du coup. Voilà. Voilà. Excusez-moi, ça a sauté, je ne sais pas pourquoi le micro est parti et j'avais perdu l'image. Oui, ils ont compris la raison de l'échec du traité de Nice et ils ont recours à la formule de la Convention qui avait fonctionné pour élaborer ce magnifique texte qui est la Charte européenne des droits fondamentaux. Et le Parlement européen a proposé d'appliquer aussi à l'élaboration du nouveau traité la méthode de la Convention. Qu'est-ce que c'est que la Convention? On réunit non pas des diplomates, mais des représentants de tous les gouvernements, de toutes les institutions européennes et de tous les parlements nationaux, en raison d'au moins 2 représentants par parlement national, ce qui permettait de représenter à la fois les partis au gouvernement, à la majorité, et les partis d'opposition. Pour diriger les travaux de cet impressionnant aréopage, on s'est adressé aux plus anciens dans le grade le plus élevé, parmi les grands Européens, entre guillemets, à ce moment-là encore en activité, qui était le président Giscard d'Estaing, qui était d'ailleurs en concurrence avec Jacques Delors, mais qui a réussi à arriver au bout du fil du président Chirac avant l'excellent Jacques Delors. Et alors là, ça a été du super Giscard. Il a déployé toutes ses qualités, également aussi les contreparties de ses qualités, c'est-à-dire certains défauts, mais avec une maestria qui a été tout à fait extraordinaire. Et d'ailleurs, la question se pose de savoir si, le jour où on aura recours à nouveau à une convention pour élaborer un nouveau traité, ce qui est maintenant prévu dans les traités européens, on trouvera pour la présidence une personnalité de cette envergure. Qu'a fait Giscard? Premièrement, il s'est entouré des meilleurs juristes de la jeune génération. Il a dit, je veux les meilleurs. Et donc, il y a eu une douzaine de très jeunes, brillantissimes, qui depuis d'ailleurs ont fait des brillantes carrières, notamment dans la diplomatie ou dans les hautes cours, de façon à l'aider à se faire sa religion personnelle. Il a proposé la création d'un sort de comité directeur auquel on a donné le nom étrange de présidium. Il y avait une dizaine de personnalités représentant les grandes institutions européennes, les gouvernements, les principales parties prenantes et aussi les différentes sensibilités politiques. Donc, il y avait comme vice-président l'ancien Premier ministre belge Jean-Paul Dehaene pour les démocrates chrétiens et puis un ancien Premier ministre italien. Et il a organisé des groupes de travail et dans un premier temps, il a pris comme secrétaire général un Britannique. Il a demandé à Tony Blair de lui fournir un Britannique qui ne soit pas trop eurosceptique. Ça a été Sir John Kerr. C'est tout à fait excellent. Et à partir de là, il a fait travailler ses experts, il a fait travailler son présidium avec des réunions régulières. Ça a duré 18 mois de l'Assemblée plénière. Et ça a été la première fois qu'on a aussi créé un site Internet qui permettait au monde entier, à tous ceux qui le souhaitaient, de suivre en direct toutes les délibérations de la Convention
et de prendre connaissance au moment même où ils étaient publiés de tous les textes préparatoires, les dossiers, les résolutions adoptés par la Convention européenne. Malheureusement, tout le monde l'a oublié. Malheureusement, ceux qui en parlent aujourd'hui disent « Ah ben oui, c'est très dommage, mais ils ont travaillé dans le secret, loin de tout le monde. » Pas du tout. Des dizaines de milliers de personnes ont pu nous suivre, y compris un excellent juge à la Cour suprême des États-Unis qui a suivi semaine après semaine tous nos travaux et qui nous envoyait ses contributions et ses remarques. Et du point de vue tactique, des gouvernements, c'est-à-dire des 15 pays membres de l'Union à l'époque, nous sommes en 2002-2003, mais aussi des pays candidats qui étaient invités à participer à la Convention européenne et qui ont eu le droit de participer exactement comme les autres. Et puis là-dessus, au début, vers le mois de mars 2003, s'est produit la guerre d'Irak. Et il y a eu un changement total d'état d'esprit parmi les gouvernements, et en particulier jusqu'à la guerre d'Irak, en ce qui concernait les compétences de l'Union et notamment la nécessité pour l'Union d'avoir une politique étrangère et de défense commune, c'était les Britanniques qui étaient les plus allants. C'était Peter Haynes qui représentait Tony Blair. Et puis là-dessus, guerre d'Irak, évidemment, les gouvernements se divisent, les Anglais suivent les États-Unis, les Français, les Allemands et d'autres prennent une position contraire. Ça a tangué très fort. On a même cru pendant quelque temps que la Convention n'y survivrait pas. Et là, Giscard a fait un changement d'alliance à 180 degrés, et nous l'y avons vivement incité. Il a fait l'alliance du Parlement européen et des parlements nationaux. Et ça, c'est extraordinairement intéressant parce que jusque-là, le Parlement européen et les parlements nationaux se regardaient en chiens de faïence, jaloux les uns des autres. Les parlements nationaux, jaloux parce que le Parlement européen, même s'il n'avait pas tous les pouvoirs législatifs à l'époque, débattait des grands sujets d'intérêt commun, les plus importants en fait pour notre avenir à tous. Et puis le Parlement européen jaloux des parlements nationaux parce qu'il n'avait pas encore les pouvoirs des parlements nationaux et parce que du point de vue de la reconnaissance par la population, de la reconnaissance médiatique, évidemment, tous les parlements européens. Et à partir du moment où nous avions commencé à nous mettre d'accord sur les compétences, la répartition des compétences au sein de l'Union européenne, quelles sont les compétences dont l'Union doit s'occuper exclusivement, celles pour lesquelles il faut un partage entre l'Union et les États membres, et celles qui restent entièrement dans la compétence des États membres. À partir du moment où on était d'accord sur les compétences, il n'y avait plus de jalousie réciproque. Et donc, les parlements nationaux ne voyaient pas de difficulté à ce que ce soit le Parlement européen qui s'occupe des compétences européennes, et réciproquement. Et du coup, ce renversement d'alliance à la fin de la Convention européenne a permis d'aboutir à un très large consensus entre tous les partis politiques représentants de tous les pays européens, et du coup, les gouvernements ont suivi. Et il y a eu là, si je devais garder un souvenir, un temps fort extraordinaire, qui est le dernier jour. Parce que le dernier jour, on avait décidé que ça serait le dernier jour. On avait terminé notre travail. Sans jamais voter, chapitre après chapitre, proposé par un groupe de travail, débattu, éventuellement renvoyé à une séance suivante, mais si on constatait qu'il n'y avait pas de consensus, on avançait sans jamais de vote. Mais on s'est dit le dernier jour, comment va-t-on adopter ce texte qui s'était donné à lui-même le titre de traité constitutionnel sur l'Union européenne. Et on était très angoissés. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que si on vote, on est quasiment obligé d'avoir l'unanimité. On était plus de 200, il n'y aura jamais une unanimité entre nous. Et Giscard a fait adopter le texte par acclamation. Et ce qui a été très intéressant,
très révélateur, ce qui malheureusement serait totalement impossible aujourd'hui. C'est pour ça que je disais, l'état d'esprit était très euro-optimiste à l'époque. C'est qu'il y avait sur les 200, 7 eurosceptiques déclarés, seulement 7, menés par un excellent Danois qui s'appelait Bondet, dans lequel il y avait aussi 1 ou 2 Français venus du Parlement national. Et ces 7 eurosceptiques ont adopté un texte écrit en commun dans lequel ils expliquent qu'ils ne se joignent pas au consensus. Ce qui voulait dire qu'ils ne contestaient pas qu'il y avait consensus. Alors que s'ils avaient dit non, nous votons contre, nous quittons la salle, ben on aurait été obligé de dire bon, il y a un texte qui a été adopté par une très large majorité. Non, personne n'a contesté que le texte a été adopté par consensus. Alors ce texte a été envoyé au gouvernement, s'est transformé en traité de Rome, et malheureusement, par une immense maladresse politique, le président Chirac l'a soumis à référendum et ce texte a subi notamment les conséquences de la forte impopularité du président Chirac en 2005. Et du coup, évidemment, pour Giscard, ça a été, il l'a vécu comme un drame et je dirais le second grand échec de sa vie. Le premier, c'était d'avoir perdu le 10 mai 81 à l'Élysée, mais un échec plus important encore, puisque l'Europe, c'était devenu sa raison, véritablement sa raison de vivre au sens fort du terme, à partir de cette époque-là. Et une divergence que j'ai eue avec lui par la suite, c'est qu'il a refusé d'admettre que le traité de Lisbonne, qui finalement a vu le jour en 2009, avait repris 95% des dispositions du traité constitutionnel que nous avons réécrit différemment. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Union européenne, depuis 12 ans, vit sur la base du traité qui n'était pas le traité de Giscard, certes. Toutes ces dispositions ne correspondaient pas du tout à ses idées. Et il a contribué à son inspiration. Il a surtout été l'accoucheur, d'une certaine manière. Il n'a pas été le père, mais il a été l'accoucheur. Et l'Europe profite aujourd'hui de ce travail, même si, à l'égard de la postérité, il n'est pas le principal à en garder le bénéfice. Et si, à titre personnel, il est resté inconsolable du refus des Français en 2005. Merci pour ce témoignage proche. Voilà, l'expérience que vous avez eue à cette époque-là, on la ressent aujourd'hui et on sent cet enthousiasme de l'époque européen. C'est très optimiste. Je me tourne maintenant vers Michèle Wenachter. Vous êtes enseignante-chercheuse et vous travaillez sur les relations franco-allemandes. Vous avez, en 2002, au même moment, publié une thèse qui s'intitule « VGE et l'Allemagne, le double rêve inachevé ». Alors, je vous propose peut-être, pour nous parler un petit peu de cette thèse, de se concentrer sur le titre. La question est donc la suivante: quel est ce double rêve? Et finalement, pourquoi est-ce qu'il a été inachevé? En fait, c'est ma thèse qui a failli rester inachevée parce que mon sujet a évolué sous mes yeux. Et en réalité, je suis allée jusqu'au moment où Giscard effectivement a été nommé à la tête de la Convention. Mais trêve de plaisanterie, comme l'a dit Alain Lamassoure, l'Europe a été sa raison de vivre, vous avez dit, après 1980. Mais je voudrais aller beaucoup plus loin, c'est qu'en réalité, c'était le fil conducteur de sa vie politique pratiquement depuis le départ, puisque en réalité, dès 1966, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les plus jeunes, on rappelle, il y a eu une traversée du désert politique de Giscard entre 66 et 69, et en réalité, sa divergence, son différend avec De Gaulle portait déjà sur l'Europe. Et donc, quand je parle d'un rêve, en fait, un rêve, c'est une vision que vous avez, c'est quelque chose que vous souhaitez ardemment et qui n'est pas improvisé. En fait, un rêve, si tout va bien, il a quand même des formes assez précises. Et son rêve, en fait, dans mes recherches,
j'ai retrouvé des textes étonnants vraiment des années 60 où Valéry Giscard d'Estaing présente déjà d'une façon assez précise non seulement quels sont ses projets, sa vision de l'Europe, mais même d'une façon assez détaillée ce que devrait être le Conseil européen, qu'il fera exactement avec Schmitt 10 ans plus tard, et l'Union monétaire de l'Europe. Donc en fait, ce sont des projets de très longue date, et il dit, je ne sais plus quand, que probablement à l'échelle de l'histoire, et il le dit dès les années 60, c'est probablement le seul sujet vraiment important pour la fin du XXe siècle, c'est l'union politique de l'Europe. L'union politique de l'Europe comme but. Donc voilà pourquoi je parle de rêve. Le premier rêve inachevé, je vais partir d'une interview qu'il a donnée en 2001 au journal Le Monde, le 10 mai 2001, 20 ans après son échec, jour pour jour. On lui demande quel a été son plus grand regret. Donc, son plus grand regret, je le cite, « Mon plus grand regret, c'est de n'avoir pu réaliser l'achèvement de la construction politique européenne. » Voilà, donc c'est son plus grand regret. Donc le premier rêve inachevé, c'est que lui, il n'a pas pu le faire, puisque en 1981, il espérait bien être réélu et il espérait bien que Schmitt serait reconduit également en Allemagne. Ils avaient des projets européens assez précis pour la suite, notamment puisqu'ils voulaient faire la deuxième étape de l'union monétaire dès le début des années 80, et Schmitt aussi, pendant de nombreux entretiens sur ces sujets-là, Schmitt était beaucoup plus allant sur la défense que Giscard, mais Schmitt avait convaincu aussi Giscard d'avancer sur la défense, et en réalité, ils avaient plein de projets pour les années 80. Et alors, il s'est passé ce qui s'est passé. En 81, Giscard n'a pas été réélu et Schmitt, pour sa part, a été lâché dans sa coalition par les libéraux en Allemagne, et donc s'est vu lui aussi quitter la chancellerie en octobre 82. Voilà, donc premier rêve inachevé pour Giscard, c'est qu'il n'a pas pu lui-même réaliser pleinement ce rêve. Je voudrais juste quand même vous illustrer ce que je viens de dire par une citation de 1966-67. Il a dit des choses vraiment très précises déjà à l'époque, et vous voyez que c'est un vrai projet, c'est un vrai rêve. Il dit en l'an 2000, en 66, il dit ça, en 66, en l'an 2000, il y aura environ un Français sur 100 habitants du monde. Quelle que soit son activité et son rayonnement, il est peu réaliste d'imaginer que ceci pèserait lourd sur les orientations des 99 autres. L'humanisme occidental aura besoin, pour dialoguer avec le positivisme soviétique, alors ça, il n'a pas vu la fin de l'Union soviétique, mais qui l'a vu avant la fin du siècle. Donc, l'humanisme occidental aura besoin, pour dialoguer avec le positivisme soviétique, le démographisme chinois et la cybernétique américaine, des forces réunies de l'Europe. Voilà. Donc, dès les années 60, c'est sa grande cause en réalité. Et on lui pose d'autres questions. C'est un autre article de 67, une interview dans le Figaro. On lui demande s'il ne pense pas que le processus d'union de l'Europe sera trop lent. Et il dit non, les grands problèmes de l'avenir seront des problèmes de civilisation. Cela dès demain. Les questions économiques et sociales auront dominé le 19e siècle et les 3/4 du 20e. Elles vont être effacées par la confrontation de civilisations. La civilisation occidentale, la plus unie et la plus belle du monde, qui oserait dire ça aujourd'hui encore, représente, je veux dire, à cause du politiquement correct, s'entend aussi, donc cette civilisation occidentale représente un facteur obligatoire d'unité. Et il ne cessera de répéter dès les années 60 et pendant toute sa carrière politique que si l'Europe veut peser dans le monde de demain, et donc Alain Lamassoure nous parlait des projets de Giscard à 20 ans et à 40 ans, fin 2020, c'était la même chose en 66, il traçait des projets à 20 ou 40 ans. Donc ce fil conducteur, c'est vraiment le fil conducteur de toute son œuvre politique en réalité. Donc arrive donc sa défaite de 1981, il n'a pas pu lui-même achever avec Schmitt l'union politique de l'Europe qu'il souhaitait et qu'il espérait depuis des décennies. Alors, et d'ailleurs, on en parlera après. Donc, l'idée, c'est que le deuxième rêve inachevé, c'est quoi? C'est qu'après 1981, il va continuer à s'engager très fortement au service de l'Europe, sous différentes formes et avec différents mandats. Et il va faire notamment pas mal de lobbyisme avec tous les réseaux européens qu'il avait. Il a créé avec Schmitt le Comité pour l'Union monétaire de l'Europe dans les années 60, avec lequel ils ont élaboré des tas de projets qu'ils auraient voulu faire tous les deux et qu'ils n'ont pas pu faire. Ils ont soumis d'ailleurs les travaux du Comité
pour l'Union monétaire de l'Europe à la Commission de l'or qui va agir, qui va, elle, préparer ses travaux d'avril 88 à 1989, avant même la chute du mur, pour avancer vers l'Union monétaire. Et quand on regarde la composition des deux, du comité et de la Commission, en grande partie, ou en partie en tout cas, ce sont des personnalités communes. Voilà, il va essayer d'agir d'autres manières. Mais alors là, il se passe quelque chose d'inouï à ce moment-là, que personne ne prévoyait à ce moment-là, c'est la chute du mur de Berlin et la fin de la division de l'Allemagne. Là, entre 89 et 90, il y a aussi un nombre de discours et d'écrits de Valéry Giscard d'Estaing extrêmement importants où il veut quand même tenir bon sur son projet, en fait, d'union politique de l'Europe carolingienne, qui est l'Europe de l'Ouest, et qui devrait absolument s'unir parce qu'il pressent que quand l'Europe sera élargie, l'hétérogénéité sera trop grande et le nombre de membres sera trop important pour arriver à avancer d'une façon correcte. Et donc, en fait, en 89-90, avec Schmitt, il publie des textes et Giscard prononce à ce moment-là au Parlement européen un nombre, il fait beaucoup d'interventions. Il dit, mais là, on est engagé dans une course de vitesse, faisons immédiatement l'union politique de l'Europe de l'Ouest avant que les chamboulements nous amènent une autre situation où il sera peut-être trop tard. Bon, ça ne s'est pas fait. Course de vitesse gagnée par l'union de l'Allemagne, par la réunification allemande, qui se fait en moins d'un an, absolument stupéfiant, dans les conditions dont beaucoup d'entre vous se souviennent. Et donc, en fait, avec une fenêtre de tir d'ailleurs assez étroite dans l'histoire, et ça s'est fait donc le 3 octobre 90, l'Allemagne est réunifiée, le continent est sur le point de se réunifier, l'union politique n'est toujours pas faite. Il y a là quand même Maastricht qui va arriver, et donc on pourrait dire, là aussi, il y a un autre mini-rêve non achevé au milieu, c'est que 90, de nouveau pas d'union politique de l'Europe. Est-ce qu'elle allait se faire dans les années 90 ? Eh bien non plus, parce qu'il y a quand même le traité de Maastricht. Alors je commence par le point positif. Bon, vous savez que là aussi le référendum a failli aboutir à un résultat négatif. Le oui ne l'a emporté que de justesse en 1992, vous vous en souviendrez peut-être. Et Giscard s'était très fortement engagé dans la campagne en faveur du oui, qui l'emportera donc de justesse. Ouf, le calendrier est établi pour le passage à la monnaie unique, qui est le fil conducteur dans le fil conducteur, on en reparlera peut-être après, l'union monétaire de l'Europe qui devait emmener pour Giscard depuis toujours à l'union politique. Et donc là, les années 90, il y a des atermoiements dans les projets politiques. Mitterrand parle d'abord de confédération, et puis ensuite on piétine, on ne sait pas exactement comment on va s'organiser. Et puis finalement, donc, le seul projet qui verra le jour avant la fin du siècle, et encore de justesse, parce que la France a failli ne pas se qualifier pour pouvoir, sur les fameux critères de Maastricht, pour se qualifier pour la zone euro. Je me souviens d'ailleurs, j'avais eu un entretien avec Giscard d'Estaing à ce moment-là, qui avait été entrecoupé par des coups de fil où il était en train de dire, mais il faut absolument convaincre Allemands qui sont très stricts sur les critères de Maastricht, il faut les interpréter en tendance, puisque il y avait des petites difficultés économiques et que la France avait du mal à se qualifier. Donc voilà, en fait, la France va se qualifier, l'euro va voir le jour, mais au début des années 2000, on a ce catastrophique traité de Nice dont Alain Lamassoure parlait, et là, toujours pas d'union politique de l'Europe. Donc, voilà, donc là on passe à un autre projet, il s'agit désormais d'organiser la Grande Europe, mais qui est, Giscard le dira abondamment à cette époque-ci, là c'est pareil, il y a énormément de textes qu'il a publiés, après avoir, dans les années 90, publié beaucoup de textes en disant il faut qu'on passe tout de suite à ce qu'il appelait l'Europe fédérative, très intéressant, ne pas se cabrer concernant les termes même qui peuvent braquer les uns ou les autres. L'Europe fédérative ne verra pas le jour d'ici le début des années 2000, et donc à ce moment-là, Giscard se résout, élu président de la Convention, nommé président de la Convention, à organiser la Grande Europe. Mais il le dit très clairement, c'est un autre projet. Il dit le projet des pères fondateurs, on le reprendra peut-être un jour ou l'autre, le jour où on aura fini d'organiser la Grande Europe, et c'est d'ailleurs pas innocent que dans le traité constitutionnel, il y a toutes les clauses qu'il faut pour que des coopérations renforcées puissent voir le jour où la volonté politique en France, en Allemagne et ailleurs serait présente pour aller plus loin et faire justement ces coopérations renforcées qui doivent mener, selon lui, toujours à une union politique. Mais donc, c'est un autre projet à la tête duquel il se met. Il le dit très clairement, il dit c'est un autre projet. Donc, le deuxième rêve inachevé, c'est raté encore dans les années 90. Et donc, non seulement lui n'a pas pu le faire, mais les autres, les dirigeants qu'il critique beaucoup pour leur manque de volonté politique dans les années 90, ne le
réaliseront pas non plus. Et donc, on se retrouve avec ce deuxième rêve inachevé. On est au début des années 2000 et là, il s'agit d'organiser la grande Europe. Donc, bon, il va jouer un rôle fondamental aussi dans les institutions que nous avons aujourd'hui, comme l'a rappelé Alain Lamassoure, même si en réalité, le traité constitutionnel n'a pas été adopté, eh bien, c'est clair que les institutions qui nous régissent aujourd'hui, le traité de Lisbonne, c'est à 95% le texte de la Convention. Alors après, évidemment, on pourrait discuter de la légitimité de ça ou pas par rapport au non français du référendum, mais c'est un fait. Voilà, pour le double rêve inachevé. Mais je voulais insister sur le fait que non seulement c'était son fil conducteur après 81, mais ça l'était depuis bien avant. Et d'ailleurs, j'ai ici un livre que j'avais trouvé du père de Giscard, 1953, La France et l'unification économique de l'Europe. Et le père de Giscard, Edmond Giscard d'Estaing, décrit dans ce livre, page après page, j'étais stupéfaite en voyant ça, exactement ce que Giscard va faire avec Schmitt et pour l'union monétaire de l'Europe. En réalité, c'est assez stupéfiant là aussi. Donc, vous voyez, quand je parle de rêve, je ne veux pas dire un rêve d'enfance, mais ce sont des rêves qui remontent à très loin. Et c'est pour ça que je pense que le terme est assez adéquat. Merci beaucoup pour cette mise en perspective. Effectivement, on voit bien des termes comme Europe carolingienne, Europe fédérative. On sent ce bouillonnement de projets, même si ces rêves n'ont pas pu aboutir ou qui se sont engagés dans d'autres voies. Mais je voudrais maintenant laisser la parole à Yves Bertoncini. Yves, donc, vous êtes président du mouvement européen. Pour vous, qu'est-ce que vous retenez de l'action de VGE dans le champ européen? Si je me souviens bien, vous aviez publié en 2005 un petit livre qui s'appelait Europe, le temps des fils fondateurs. Vous faisiez là référence aux pères fondateurs Schuman, Monnet et Gasperi. Est-ce que pour vous, VGE a été un de ces fils fondateurs? Oui, bonsoir. Merci Aymeric. Merci beaucoup à Alain Lamassoure et à Michel Vernartin. Moi, je suis venu dans ce débat d'abord pour les écouter, pour en apprendre encore davantage. Merci aussi d'évoquer cet ouvrage. Je m'en suis voulu d'ailleurs après coup d'avoir appelé Europe le temps des fils fondateurs. Bien sûr, l'idée c'était qu'il y avait eu des pères, qu'il fallait une génération pour prendre le relais. L'idée c'était qu'il fallait démocratiser l'Union européenne. Et Valéry Giscard d'Estaing, je vais y revenir, il a pris sa part. Et c'est pour ça d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'admire son action et je rends hommage à son héritage, c'est celle-ci. Et en même temps, j'aurais dû parler des petits-fils déjà et des petites-filles. Parce qu'en réalité, effectivement, la génération des fils fondateurs, Valéry Giscard d'Estaing en fait partie avec François Mitterrand, avec Helmut Kohl, avec Jacques Delors, c'est-à-dire cette génération-là, mais qui a pris, j'allais dire, plus d'ampleur dans ses réalisations, ça vient d'être rappelé, après la chute du mur de Berlin. Mais donc, il a fait partie de cette génération, il en était à l'origine, je dirais, même si ce sont d'autres qui ont pu marquer peut-être davantage l'histoire, et d'où le rêve inachevé, l'un des rêves inachevés qu'a mentionné Michel Vernartin. Moi, j'ai aussi considéré Valéry Giscard d'Estaing comme président du mouvement européen international. Je n'avais pas conscience de cela avant de devenir plus modestement l'un des vice-présidents du mouvement européen international. Et il m'a semblé que ça signifiait ce qui a été dit, c'est-à-dire son engagement vraiment intime, personnel, au service de la construction européenne et même du débat politique sur la construction européenne. J'ai eu la chance de le rencontrer une fois. Alors, je l'ai vu plein de fois, j'étais à l'écouter, mais dialoguer un peu avec lui une fois, et c'est très symbolique parce que c'était à la Mutualité en novembre 2012 lors d'un débat avec Jacques Delors. Donc, il débattait avec Jacques Delors et moi, je devais introduire ce débat entre eux deux. Et c'était devant 900 jeunes pour lancer en France un concours d'histoire venu d'Allemagne, vous voyez, qui s'appelait EU Story. C'est pour inciter les profs d'histoire à enseigner l'Europe. Voilà. Donc, on retrouvait tout Valéry Giscard d'Estaing dans cette participation à cette initiative et aussi dans ce débat avec Jacques Delors. Pour moi, ils sont d'une certaine manière liés, même s'ils étaient différents, ils ne venaient pas tout à fait du même bord politique. Ils avaient un an d'écart par ailleurs, et j'avais découvert à cette occasion qu'ils avaient étudié dans le même lycée à Clermont-Ferrand pendant la guerre. Voilà, lycée, je ne veux pas dire bêtise, j'allais dire Blaise Pascal, mais je ne suis pas formé. Bref, tout ça pour dire que, au fond, moi je retire 3-4 choses rapides à partager avec vous de l'héritage de Valéry Giscard d'Estaing, l'héritage européen.
D'abord, évidemment, ce qui a été dit sur le franco-allemand, ce qui me marque chez ce personnage, c'est qu'il ressent tout cela et au fond l'Europe de manière intime, hein. Il est né en Allemagne, mais je l'ai vu rappeler à cette occasion que la première fois qu'il avait vu un Allemand, c'était du côté de Constance, parce qu'il était dans un char à la fin de la guerre et qu'il allait sans doute lui tirer dessus. Et quand il en parlait, il y avait de l'émotion dans sa voix. Et je me souviens de l'avoir vu à la télé aussi expliquer à Anne Sinclair lors d'une émission qui s'appelait 7 sur 7 que pour lui, voir des Allemands défiler sur les Champs-Élysées lors d'un 14 juillet, c'était un signe de réconciliation, mais ça lui faisait quelque chose et à nouveau, les sanglots l'ont étranglé. Et donc, je crois qu'il y avait ça aussi, cette façon de vivre intimement l'histoire européenne et l'histoire franco-allemande, en même temps de cultiver les relations avec les Allemands et puis d'autres. Mais là, on parle en particulier de nos amis allemands. Je l'ai entendu dire plusieurs fois qu'il avait une intimité avec Helmut Schmidt, qu'il l'appelait souvent, et même parfois pour parler d'autre chose que des affaires européennes. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement précieux. Le général de Gaulle, avant lui, avait évidemment une histoire intime particulière avec les Allemands, là aussi, parce qu'il avait été engagé dans la guerre et il a fait la réconciliation avec Konrad Adenauer. Le président Mitterrand aussi avait été prisonnier de guerre en Allemagne, on l'avait vu, avec ce lien particulier qu'il avait su tisser avec Helmut Kohl, ces équipes qui parlaient beaucoup aux Allemands. Je trouve que ça s'est perdu. Voilà. Pour dire les choses très rapidement, pour les successeurs, on a eu moins ce type de profil pénétré du sens tragique de l'histoire, de l'intimité de ce qu'est l'Union européenne. Et je pense que, hélas, ça se traduit dans les résultats. Et c'est vrai encore aujourd'hui pour nos dirigeants en France. Deuxième remarque sur l'Union monétaire européenne, je vais être plus rapide. Je dirais d'ailleurs que c'était intéressant de voir la façon dont Jacques Delors et Valéry Giscard d'Estaing s'en parlaient. J'ai lu Europa avec attention et il ne m'a pas échappé que la première partie du livre est une manière de dire qu'il est l'un des préfigurateurs de l'union monétaire. Et en effet, il s'y est engagé. Et d'abord par quelque chose de très concret, le système monétaire européen à la fin des années 70. Et pourquoi il a pu convaincre les Allemands? Parce que lui, président, et Raymond Barre, Premier ministre, même dans un contexte très difficile, la crise choc pétrolier, avait quand même essayé de tenir la maison en ordre. Voilà. Et donc, ça aussi, c'était autre chose que des mots, c'était une forme de crédibilité. Et donc, ça a joué pour la mise en place du système monétaire européen qui a préfiguré l'union monétaire, même si le rapport de son comité monétaire n'est pas tout à fait le rapport rendu par Jacques Delors, et même si Jacques Delors a pu profiter de la chute du mur qui a créé les conditions géopolitiques favorables à la mise en place de l'euro, qui est un deal en grande partie franco-allemand, avec un contrat de mariage assez clair et on va dire très flexible, parce que pour nous Français, c'est un peu l'union libre, l'union économique et monétaire, depuis 20 ans, au grand désespoir de nos amis allemands. J'espère juste qu'en tant que Français, on se rend compte, plutôt que de continuer à raconter que l'euro est sous domination allemande. Parce que si on demande aux Allemands, ce serait bien plutôt le contraire, vu toutes les flexibilités qui ont été, et d'ailleurs souvent à très juste titre, accordées au regard de l'esprit, sinon de la lettre, du contrat de mariage originel. Ma troisième remarque, elle va porter sur la construction politique de l'Europe, parce que ça a été rappelé, c'était un des projets du président Giscard d'Estaing, qui a essayé de donner des visages à l'Europe, un cap, une forme de clarté. Alors évidemment, il y a ce qui s'est passé dans les années 70 d'abord, je veux y revenir, parce qu'il y a eu là un accord à nouveau franco-allemand avec d'autres, mais on voit bien que dans l'idée de faire élire le suffrage universel, le Parlement européen au suffrage universel direct, ce qui est une avancée démocratique formidable, d'une part, et la création du Conseil européen de l'autre, il y a un apport franco-allemand. La tradition parlementaire allemande d'un côté, la tradition Ve République française de l'autre. Et le Conseil européen, Valéry Giscard d'Estaing a tenu des sommets, et puis d'un seul coup, il l'a institutionnalisé un peu en douce. Ça traduisait assez bien ce dont ont besoin les autorités françaises, parce qu'au fond, le président de la République ne siégeait pas au Conseil des ministres. Et donc, il avait besoin, je dirais, d'une institution à lui. Et c'était utile, et c'est toujours utile d'avoir une sorte de chef d'État collectif
qui donne des visages, là aussi, à l'Union européenne en parallèle de ceux que donnent les parlementaires européens. Et ça, on le doit à Giscard, de même qu'on lui doit d'avoir propulsé Simone Veil en tête de liste dans les années en 79 et qu'elle soit ensuite la première présidente du Parlement européen. Alors j'ajoute juste qu'en faisant ça, il a quand même posé les bases, je parle de lui comme à l'origine d'avancées démocratiques, d'un système français qui est baroque, parce que le président de la République a, comme la chancelière allemande, des pouvoirs en matière européenne, sauf qu'ils ne rendent aucun compte à personne. Voilà. Ça, c'est quand même l'une des sources du déficit démocratique sur les affaires européennes en France, de manière assez criante au regard de ce qui se passe dans tous les autres pays à tradition parlementaire. Alors, je vais être plus bref sur la Convention, parce que beaucoup a déjà été dit. J'ai la chance de bien connaître Michel Barnier et Antonio Vitorino, qui, eux deux, représentaient la Commission et qui ont pu me confirmer la maestria avec laquelle le président Giscard d'Estaing l'a dirigé. Alain Lamassoure a bien voulu dire que voilà, il y avait des qualités et des défauts. Alors la qualité, c'est ça, la maestria, je l'ai déjà évoqué. Alors sur les défauts, je me permettrai de dire qu'effectivement, une forme d'emphase, volonté de marquer l'histoire, de parler de constitution et pas seulement de traité constitutionnel, de se référer aux États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, ce n'est pas tout à fait ce que nous sommes, nous, les Européens, à ce stade. Ça n'a peut-être pas complètement aidé, le fait de se poser en Jefferson européen. Et en tout cas, dans notre pays, ça a effrayé. Le mot constitution a un rôle, a une charge symbolique. Alors, je dis tout de suite que ce n'est pas la raison principale de l'échec. Je crois qu'il faut chercher aussi les causes dans ce qu'a fait Jacques Chirac, effectivement, une campagne mal menée. D'ailleurs, les partisans du oui, pas très bien organisés, à mon sens. Pour finir sur ce point, je veux juste quand même dire au passage qu'on ne peut pas dire que le même texte a été repris. Ça, ce n'est pas vrai. Le traité constitutionnel qui a été proposé aux Français reprenait tous les traités depuis l'origine, pas seulement l'ajout de la Convention. De sorte que ce qui a été gardé dans le traité de Lisbonne, c'est une grande partie, en effet, des ajouts de la Convention. Mais ce n'est pas le même traité à 95%. Il faut être très attentif quand on dit cela. Parce que les Français ont en partie rejeté le traité de Rome. Mais le traité de Rome, il existait et le référendum n'était pas abrogatif, que je sache. Et il a fallu donc reprendre des éléments, parce que d'autres peuples ayant dit oui, il fallait faire un compromis. Alors, je voulais juste dire en dernier lieu, et c'est une conclusion en mode de questionnement, que puisqu'on a évoqué l'ouvrage Europa, je l'ai évidemment lu avec grand intérêt, et quand j'ai lu la deuxième partie, j'ai été un peu gêné. Alors, je partage ce malaise avec vous, parce que évidemment, on voit bien la quête d'une Europe plus approfondie, fédérative, ou on peut l'appeler comme on veut, que cherche Valéry Giscard d'Estaing, parce qu'il a pris conscience que la France était une grande puissance moyenne, vous voyez l'ambiguïté de cette expression, et qu'elle a besoin de l'Union européenne. Et ça, bon, moi, ça me va d'approfondir l'Europe, mais quand je l'entends écrire, si c'est lui qui a écrit ces pages, en tout cas, il les a signés, que bon, il faudrait refaire une autre Europe à 11 ou 12, à Strasbourg. Bon, passe encore, si c'est le premier cercle, le noyau dur fédéral. Mais quand je l'entends aussi écrire que du coup l'Union européenne dépérira et que aura le destin de l'OCDE, je suis plus perplexe. Voilà. Et je me demande si ça, c'est pas le retour d'une forme de refoulé français, bien français, consistant, pourtant pour un grand Européen, à vouloir construire l'Europe comme une France en plus grand. Et donc, moi, je crois que voilà, là-dessus, peut-être Alain Lamassoure, Michel Wennerster peuvent partager les éléments de réponse, parce que moi, je crois qu'on peut, au contraire, chérir l'Union européenne que nous avons, la maintenir, l'approfondir, l'améliorer, tout en poursuivant en parallèle, dans un premier cercle qui est un noyau fédéral, la perspective d'une intégration beaucoup plus poussée, parce que nous en avons plus que jamais besoin dans le monde actuel. Voilà les 4 éléments que je voulais partager avec vous ce soir lors de cette conférence qui se veut hommage, mais en même temps réflexion sur l'héritage du président Giscard d'Estaing. Merci beaucoup Yves pour ces propos. Peut-être effectivement du coup le débat et la discussion est lancée sur peut-être cette partie plus proposition des dernières années de président Giscard d'Estaing, Europa,
et cette forme un peu novatrice, pas de repli, mais de recentrement de l'Europe sur la zone euro et d'intégration via l'économie, la fiscalité, l'union monétaire. Si l'un ou l'autre d'entre vous, Alain Lamassoure, Michel Wenachter, souhaitait répondre, vous avez la parole. Alain Lamassoure, juste, il faudrait activer votre micro parce que là, vous êtes… Voilà. Voilà. Oui, je suis d'accord avec Yves. Son dernier ouvrage n'est pas bon. La vérité, c'est que s'il continuait de se passionner pour l'affaire européenne, je ne reviens pas sur ce que j'ai raconté tout à l'heure, il avait décroché du suivi de la manière dont l'Europe fonctionnait depuis quelques années. Et donc, alors en particulier, dans ce livre, il a un chapitre qui m'a gêné, comme vous, pour la même raison que vous. C'est que, après avoir expliqué, et nous en sommes une fois d'accord, qu'il ne suffit pas d'avoir une Europe monétaire, qu'il faut une Europe budgétaire et en fait une Europe fiscale. Il faut des impôts européens pour financer les politiques européennes. Et il explique, c'est très facile, il faut réunir les directeurs de services fiscaux des 10 ou 12 pays sérieux en Europe et puis se mettre d'accord sur un impôt sur les sociétés commun, un impôt sur le revenu commun, un impôt sur la fortune commun, et puis voilà. Bon, évidemment, on n'oserait pas écrire ça dans le diplôme de sortie de Sciences Po aujourd'hui. C'est pour ça que personnellement, je n'attache pas trop d'importance à cet ouvrage. Je dois dire que dans cette réunion que j'évoquais du 8 septembre, il avait bien compris, enfin, il s'était bien repris, si je puis dire, il avait bien compris que avoir une Europe fiscale, c'était nécessaire, mais ça prendrait du temps. Alors, sur ces défauts, la Convention européenne, ce n'est pas le mot constitution qui a gêné la Convention. Je suis d'accord avec Yves aussi. Le mot a fait peur aux Français, ça c'est clair. Et l'idée que la politique agricole commune soit les détails de la politique agricole des qui a leur constitutionnelle ou qui prétendaient avoir leur constitutionnelle, ça a joué un rôle. C'est incontestable. Mais ce n'est pas ça qui a fait peur à la Convention. Au contraire, tout le monde était enthousiaste de faire une constitution. Et l'exemple, en effet, que nous avait proposé Giscard, la Convention de 1781, et nous avons commencé nos travaux en étudiant la Convention de Philadelphie. On s'est d'ailleurs rendu compte qu'il n'y avait aucun compte-rendu de la Convention de Philadelphie, qui, elle, a travaillé dans le secret absolu. On n'a su qu'après coup, en lisant les Federalist Papers, quels avaient été les principaux arguments des pour et des contre, mais il n'y a eu rigoureusement aucun compte-rendu écrit. Par contre, la réussite historique incomparable des conventionnels de Philadelphie, c'est que 2 siècles après, leur affaire tient toujours. Et la formule qu'avait Giscard, qui était ambitieuse, c'est nous faisons un traité constitutionnel qui durera 50 ans. Bon, ça, les événements nous ont ramenés à une plus grande modestie. Non, là où il a eu des moments où il a agacé, c'est que, effectivement, certains jours, il faisait un peu du cabotinage. Dieu. Et il était avec son présidium, une de président à la hauteur du président du Parlement. Donc, ça avait un côté olympien qui était un peu gênant et qui ne faisait rien pour compenser par un ton des plaisanteries qui l'aurait ramené au milieu du commun des mortels. Et alors, parmi son cabotinage, il avait un jour, il vient avec un objet vert en porcelaine qu'il nous présente. Alors, je vais reprendre son ton. Vous voyez cet objet, c'est un dragon crapaud chinois.
Alors, il faut la tortue, pardon. C'est un dragon tortue. C'est très important dans la mythologie chinoise. Alors, il faut la patience de la tortue pour attendre le bon moment. Et quand le bon moment vient, hop, il faut que le dragon jette ses flammes. Voilà. Alors, ça amusait les Français, ça n'amusait que les Français. Quant à la Commission européenne qu'évoquait Yves, Michel Barnier a été formidable à la Convention. Il a eu d'autres mérites depuis, mais c'est lui qui, en réalité, a joué le rôle clé pour rédiger le chapitre très important sur la politique étrangère de sécurité et de défense commune. Par contre, les relations entre le président Giscard d'Estaing et la Commission européenne à l'époque n'ont pas été faciles, non pas pour le coup, à mon sens, à cause de Giscard, mais il faudrait que Michel Barnier nous donne son propre témoignage, mais à cause du président Romano Prodi, l'excellent Romano Prodi, qui a très mal pris l'existence de cette convention et qui, pratiquement 15 jours ou un mois avant que la convention adopte son texte, a lui-même sorti son propre texte. Alors qu'il n'engageait pas la commission, mais enfin bon, c'est avec un statut un peu étrange. Et évidemment, ça ne nous a pas facilité les choses. Je voudrais, si vous me laissez 2 minutes de plus de temps de parole, évoquer le rapport franco-allemand et la relation avec Helmut Schmidt. Et je complète, et je parle, Michel, et je parle évidemment sous son autorité, sous son contrôle. Je crois que Helmut Schmidt a été le seul vrai ami de Valéry Giscard d'Estaing dans la vie politique. Il avait ses amis dans la vie personnelle. Il avait beaucoup d'amis politiques français. Je n'ai pas connu tous ses amis politiques, mais l'ayant accompagné depuis la période élyséenne, je n'ai pas du tout connu la période précédente, et l'ayant vu avec ses amis politiques, je crois qu'Helmut Schmidt a été son seul vrai ami. Et vous avez eu raison de dire qu'il se téléphonait très fréquemment, y compris sur des sujets qui n'avaient rien à voir, ni avec l'Europe, ni avec la politique. Il m'a raconté 2 ou 3 anecdotes avec cette émotion dans la voix, comme vous l'avez très justement, avec beaucoup de délicatesse et de justesse indiqué, Yves. Certaines de ces conversations avec Helmut Schmidt, et ce qui les unissait entre autres, c'est qu'en effet, chacun avait fait la guerre. Lui contre la Wehrmacht et Helmut Schmidt sur le front de l'Est. Et ils s'étaient connus tous les deux, et Michel a raison, l'engagement européen de Giscard est très ancien, grâce à Jean Monnet, au Comité pour les États-Unis d'Europe de Jean Monnet, où jeunes hommes politiques, Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt, ardents européens, ont appris l'Europe en quelque sorte, avant de constituer leur comité pour l'Union monétaire, qui d'ailleurs était en lien avec le comité pour les États-Unis d'Europe. Et il me raconte un jour une conversation qu'il venait d'avoir avec Helmut Schmidt. Helmut Schmidt avait été complètement bluffé et charmé par la visite du général de Gaulle, cette fameuse tournée que le général de Gaulle avait faite en Allemagne, avec ce discours à la jeunesse allemande, qu'il avait appris par cœur en allemand, et puis une tournée qu'il a continuée dans plusieurs villes allemandes, y compris à Hambourg, dont Helmut Schmidt était maire. Alors Giscard me dit, Helmut Schmidt me raconte, vous n'imaginez pas l'extraordinaire popularité du général de Gaulle à ce moment-là. Quand il a parlé depuis le balcon de la mairie de Hambourg, il y avait devant lui autant de monde que pour Hitler. Vous vous rendez compte comme il était populaire? Merci beaucoup pour ces... C'est une parole d'allemand. Si vous permettez une autre anecdote qu'il a d'ailleurs racontée dans un de ses ouvrages. Puis après, on donnera la parole à Michel avant de clore. Ils étaient à l'Élysée tous les deux, et puis dans un salon en tête-à-tête, puisque
comme avait dit un humoriste, ils se tutoient tous les deux en anglais, ils n'avaient pas besoin d'interprète. Et Helmut Schmidt tombe dans les pommes. Il est atteint probablement d'un malaise vagal. Et pendant quelques minutes, Giscard s'est demandé ce qu'il allait faire. Et il s'est dit, le seul va mourir sous ses yeux. Alors, heureusement, ça n'était rien. Mais voilà, donc il entretenait avec Helmut Schmidt une très grande amitié. Et un de ses derniers objectifs était de fusionner leurs deux fondations. Chacun d'eux avait créé sa fondation, comme le font souvent les anciens chefs d'État ou de gouvernement. Et le livre sur Réinventer l'Europe, qu'on évoquait tout à l'heure, était la base, se voulait la base d'un travail commun qu'auraient pu faire ces deux fondations fusionnées. Malheureusement, Helmut Schmidt est mort avant que ce projet puisse voir le jour. C'était un beau projet, effectivement, qu'on aurait aimé voir réalisé. Merci, Alain Lamassoure. Encore, je laisse la parole à Michel Wenachter et puis nous acheminerons doucement vers la fin de cette discussion, que c'est déjà 19h35, et Yves Bertoncini va devoir nous quitter pour une autre conférence. Alors, Michel… Un débat franco-allemand, hein, je veux le dire, et je suis vraiment désolé. Il était calé de longue date. Voilà. C'est prévu. Bon, en tout cas, merci de Merci à tous et à tous. votre présence. Michel, à vous la parole. Oui, c'est extrêmement frustrant puisque ce débat pourrait en réalité durer des heures puisqu'on parle de décennies d'histoire en réalité. Donc, je vais essayer de faire bref sur Europa d'abord. Ensuite, je reviens sur la relation Giscard-Schmitt et sur les bases de ce qui fait qu'ils ont pu avancer sur les 3 points notamment que vous avez évoqués tout à l'heure, création du Conseil européen. Là encore, Giscard, je pourrais vous lire des extraits, avait exactement dit il faut absolument que les chefs d'État et de gouvernement européens se rencontrent 2 ou 3 fois par an. C'est ça qui va nous permettre d'avancer. Il le fait dès 1974. Le Parlement européen, vous savez les critiques qu'il aura en France pour avoir accepté de faire ça avec Helmut Schmidt. Oui, la France qui se soumet, les communistes et les gaullistes, la France qui se soumet à la domination allemande. Voilà, donc, mais c'est fait. Et Simone Veil sera la première présidente française du Parlement européen. Et puis le système monétaire européen sur lequel je vais rapidement revenir. Sur Europa, effectivement, ça peut paraître un petit peu irréaliste peut-être, étant donné qu'on était déjà en 2015 évidemment dans cette Europe élargie. Maintenant, je pense qu'il y a peut-être quelque chose, toujours ce même fil conducteur qui revient, qui est de dire qu'une monnaie hors sol, elle ne peut pas tenir le coup dans la durée. Et c'est ce qui nous a valu tous les déboires aussi de 2008. On est la seule zone monétaire intégrée du monde qui est longtemps restée dans le vide sans gouvernance. Et donc, en fait, ils ont essayé, après la crise de 2008, petit à petit et laborieusement, comme vous l'avez vu, nos dirigeants européens, de mettre en place ce qui aurait dû être mis en place dans les années 2000 et qui nous aurait permis d'être beaucoup plus solides. Voilà, on avait créé un peu un euro pour beau temps, comme on dit, mais quand la tempête est arrivée, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas toute la gouvernance qui allait autour. Et il est évident que, je pense que, voilà, sur le fond, ce ne sont pas des idées absurdes de dire qu'il faut une Europe fiscale, etc., etc. C'est juste du bon sens. Maintenant que ce ne soit pas réaliste ou réalisable à court terme, on peut également le penser. Concernant la relation Giscard-Schmitt, en fait, leur amitié s'est solidifiée dans les négociations internationales au fond des fonds de Bretton Woods, c'est-à-dire à la fin des années 60. Ils étaient tous les deux respectivement ministres de l'économie et des finances et se retrouvaient dans les grandes rencontres internationales. Et là, Giscard et Schmitt, ils racontent dans leur mémoire, se passaient des petits papiers en disant « mais vous avez vu les Américains, n'importe quoi, c'est pas possible ». Puisque les Américains nous menaient par le bout du nez. Il faut bien comprendre aussi ce qui se passe, c'est que les variations erratiques du dollar étaient, avant qu'on commence à faire une monétaire européenne, les Européens étaient à la merci des évaluations et d'évaluations américaines qui n'étaient faites que du point de vue américain. Et donc, en fait, Giscard et Schmitt, à ce moment-là, se sont dit, si on arrive et de toute façon, on fera tout ce qu'on peut pour faire une zone de stabilité monétaire en Europe. Donc, le projet, il était déjà en germe là aussi. Et leur amitié s'est solidifiée à ce moment-là. D'où la tentative de serpent monétaire européen d'abord, puis de système monétaire
européen et les autres États étaient prévus, comme je vous disais, mais ils n'ont pas été réélus ni l'un ni l'autre. On va peut-être finir par une petite anecdote aussi, c'est-à-dire qu'ils racontent tous les deux. Giscard raconte, parce qu'en fait, ils étaient deux techniciens de la monnaie, ce qui leur a permis de faire avancer le sujet. Mitterrand et Kohl, les questions monétaires, c'était pas leur truc, alors que tous les deux, ils avaient été ministres de l'économie et de la finance, donc ils s'y connaissaient vraiment bien, et ils ont le système monétaire européen sur la table du salon d'Helmut Schmidt à Hambourg, dans l'appartement privé d'Helmut Schmidt. Et en fait, ils l'ont présenté clé en main ensuite à leurs collègues du Conseil européen, directement au Conseil de Brême de 1979, sans informer qui que ce soit, et surtout pas les banques centrales, qui se seraient vus dépossédés. Vous savez ce que c'est, les résistances auraient été énormes. Schmitt dit, si on avait prévenu tout le monde à ce moment-là, il y aurait eu une levée de bouclier de tous ceux qui auraient cru perdre du pouvoir. Et donc, en fait, là, c'est sur le nom, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'ancêtre de l'euro s'appelait l'écu. Et c'est un truc que Giscard et Schmitt ont fait ensemble, c'est-à-dire que du point de vue du côté français, on a toujours du mal à lâcher de la souveraineté. Les Allemands le conçoivent bien davantage comme un partage de souveraineté, alors que nous, on le conçoit comme une perte de souveraineté. Et donc, en réalité, eh bien, pour que ça passe, il fallait que la monnaie de compte européenne ait un nom français. Donc, ils se sont mis d'accord sur l'écu, qui, comme vous le savez, est une monnaie française des siècles passés, mais qui en réalité voulait dire European Currency Unit, et donc en fait unité monétaire européenne. Et paf, ni vu ni connu, tout le monde y trouvait son compte, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec l'écu. Alors ensuite, pourquoi est-ce que dans les années 90, la monnaie européenne s'est appelée l'euro et non pas l'écu? Pour plusieurs raisons, mais notamment, et là c'est de nouveau la linguiste et la germaniste qui parle en moi, eh bien si vous voulez, un écu, ein Kuh en allemand, ça donne tout simplement une vache. Eine Kuh. Donc, c'est pas possible, imaginez les Allemands, évidemment, de troquer leur monnaie solide et qui dominait de toute façon toute l'Europe avant qu'on ait l'Union monétaire européenne, que de troquer le Deutschmark contre une vache. Ça n'était décidément pas possible. Et on s'est mis d'accord sur euro, euro et euro et tout ce que vous voulez qui est prononçable sans connotation quelconque dans l'ensemble des pays de la zone euro. Voilà, en tout cas, on peut se demander si effectivement, malgré le caractère peut-être un peu irréaliste de certaines propositions du livre Europa, il ne serait pas souhaitable, étant donné qu'on a une monnaie unique, pour peser encore plus, pour être plus solide à l'intérieur et peser davantage. Parce que, la personne la plus connue dans le monde entier européenne, à un moment, c'était Jean-Claude Trichet, parce que l'euro a trouvé sa place dans le système monétaire international. Maintenant, si on veut que l'euro continue à jouer un rôle important dans les relations internationales, à un moment, il faut peut-être se demander effectivement si ce ne serait pas une bonne chose aussi qu'il se solidifie, et pour également l'ensemble des échanges économiques et la solidarité entre nous. Je finirai là-dessus, on en aurait encore pour des heures. Merci beaucoup à tous les deux pour ces analyses extrêmement riches et qui nous remettent dans la dynamique giscardienne. Je vous propose qu'avant de nous quitter, nous laissions les derniers mots à Valéry Giscard d'Estaing, les derniers mots de ce livre qui, certes, a peut-être laisse à désirer sur le plan des propositions techniques, mais dont l'intention européenne parlera certainement à tous les militants de l'Europe que sont les membres du mouvement européen. Je vous le lis, entre guillemets. Ce projet vous appartient. Pour le mener à bien, il vous faudra abandonner beaucoup de vos pensées négatives, telles que les préjugés politiques, l'égoïsme individuel, la peur du changement, et croire à la force du grand espoir qui se présente à vous de bâtir une des grandes civilisations du XXIe siècle, appuyée sur les fondements de notre histoire. Et il conclut avec Helmut Schmidt à quatre mains, nous vous demandons de réussir. Sur ce, bonne soirée à tous, merci encore et à très bientôt. Au revoir. Merci, bonne soirée, au revoir.